Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Fanny et Anna. Et aujourd'hui, nous vous proposons une table ronde sur Glee. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités. La première d'entre elles est Claudia, que nous avions déjà accueillie lors de notre épisode consacré à Judy Garland. Donc, Claudia est toujours enseignante-chercheuse en cinéma, chargée de TD à l'Université de Lille. Et outre être une grande fan de Judy Garland, elle a également travaillé sur Glee et soutenu en 2015 un mémoire intitulé Glee sous le masque de l'innovation, étude et déconstruction de la série télévisée musicale. Et notre autre invité est Mathieu, qui est comédien, metteur en scène, chanteur, beaucoup de choses, et qui a notamment créé Arène, la troupe de comédie musicale Broadway French, dont on a parfois partagé les vidéos sur le Facebook de All That Jazz. Bienvenue à vous deux. Merci. Merci. Donc nous allons parler de Glee, mais qu'est-ce que c'est Glee ? Au cas où il y aurait quelques personnes qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est, bon c'est peu probable. Une série musicale qui a duré de 2009 à 2015, qui a été diffusée sur la chaîne Fox, et dont les créateurs sont Ryan Murphy, Brad Falchuk et Ian Brennan. Alors qui peut nous dire en particulier qui est Ryan Murphy et qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Alors, Ryan Murphy, scénariste, réalisateur, producteur, et notamment il a fait plusieurs séries, et il a créé la série Nip Tuck, et écrit le scénario de Populaire, qui se base justement sur la vie de lycéens ou des adolescents populaires, ou impopulaires se font sans arrêt la guerre. C'est comparable parfois à Glee. Et plus récemment, Murphy a créé, donc après Glee, American Horror Story, qui, comme son titre l'indique, se situe dans le genre de l'horreur, comédie sarcastique, musical et horreur. Ryan Murphy n'est pas étranger au genre spectaculaire. Ryan Murphy, même plus récemment, après, a dirigé la série Pose, qui se passe dans l'univers des ballrooms américains dans les années 80. Donc après Glee, Ryan Murphy a aussi sorti la série The New Normal, qui met en scène un couple d'homosexuels qui fait appel à une mère porteuse. Ce qui est assez amusant, c'est que de suite après, dans ce couple, il y a un homme qui a le même poste que Ryan Murphy avait avant, c'est-à-dire showrunner d'une série avec des ados, et il passe pas mal de temps à critiquer et à se plaindre de la difficulté de son travail, donc c'était un peu un moyen pour lui de taper un peu sur son ancien travail dans Glee. Ryan Murphy, qui a quitté la Fox il n'y a pas très longtemps, je crois, pour Netflix, qui apparemment lui a fait un pont d'or. Oui, et donc Netflix, avec lequel il a fait très récemment la série The Politician, qu'on avait bien aimé avec Fanny, et dont on a parlé dans l'épisode bilan 2019, il me semble. Donc je vais faire un point rapide sur le style Ryan Murphy, parce que je trouve que quels que soient tous ces projets, effectivement, qu'on passe de la série d'horreur avec American Horror Story, avec Nip Tuck, qui était quelque chose de très chirurgical à la urgence, Glee, qui était le teen movie, et ainsi de suite, à chaque fois, on sent qu'il s'attaque toujours à un code, à un genre, et qui va essayer d'y mettre sa patte à lui. Et c'est marrant parce que quelles que soient les séries, quels que soient les projets sur lesquels il est, je trouve qu'on reconnaît tout de suite la patte de Ryan Murphy, alors que moi je dirais kitsch, mais après chacun le qualifie comme il veut. Mais voilà, et je trouve que ça marche ou ça ne marche pas selon les projets aussi. Il avait fait O.J. Simpson aussi, enfin à chaque fois il s'attaque vraiment à des histoires. Je crois qu'il aime surtout raconter des histoires et être un storyteller à l'américaine. Ça a des phénomènes juridiques comme O.J. Simpson à feud qui parlait de querelles entre deux actrices, et voilà, enfin vraiment on sent qu'il s'éparpille partout, mais par contre avec toujours ce style, quand il y a eu la bande-annonce de The Politician qui est sortie, je trouvais, ah oui, ça ressemble vraiment à du Ryan Murphy, il n'y a pas de doute là-dessus, quoi. Alors Mathieu, tu t'étais proposé pour faire le pitch Oui, de Glee. tout à fait. Donc pour pitcher Glee rapidement, c'est donc une série qui parle d'un Glee Club, donc une chorale dans le lycée de McKinley High School, qui est dirigé par Will Schuester, et en fait c'est le personnage presque central, c'est lui qui remonte ce Glee Club et qui va l'intituler New Direction. C'est vraiment tous les dramas de ce petit groupe de musique qui va essayer de rendre le Glee Club populaire. C'est bien ça, oui, on peut le dire. De toute façon, on en parlera plus amplement dans la suite de l'épisode. Attention, si vous n'avez pas vu Glee, on va faire un truc général, on va dire spoiler alerte. Maintenant. On va tout vous révéler à peu près, à mon avis. Et alors, comment chacun d'entre nous avons-nous découvert Glee ? Commençons par toi, Mathieu. Comment est-ce que tu as été initié à Glee ? Moi, je l'ai découvert sur Facebook. Donc ça devait être en mai 2009, quand le pilote
a été proposé à la Fox. Et Allociné avait fait tout un article là-dessus sur Facebook. Et je me souviens, voilà, je m'étais dit, oh là là, mais ça a l'air d'être comme High School Musical, mais non, mais en mieux. Et du coup, voilà. Et donc, je l'ai regardé et j'étais encore plus emballé. Tu fais vraiment partie des fans de la toute première heure, quoi. Exactement. En même temps que les Américains. Et toi, Claudia? Moi, j'ai regardé depuis le début aussi, quand ça a commencé à être diffusé. Surtout parce que j'aime beaucoup la comédie musicale et les teen movies, donc ça s'y prêtait. Mais je me rappelle plus exactement comment je l'ai découvert, mais j'ai regardé assez naturellement, selon mes centres d'intérêt. Et toi, Anna? Alors moi, je l'ai découvert parce qu'un certain Mathieu en a parlé. Donc en mai 2009, a priori, nous étions à l'époque colocataires, si vous voulez tout savoir. Donc il m'a parlé effectivement de cette série musicale, il m'a dit il faut absolument qu'on voit ça. Et donc évidemment tout de suite on a regardé le pilote et je me souviens qu'il y a eu un petit moment d'attente puisqu'il y avait que le premier épisode à ce moment-là et on a dû attendre de la rentrée de septembre ou octobre, je sais plus exactement, pour avoir la suite de la série. Donc on a eu un moment, voilà, on était vraiment très accrochés, on voulait voir cette série et ensuite peut-être qu'on vous racontera par la suite, mais on a été notamment modérateur sur des forums de fans de Glee. Donc vraiment, à une époque, on était vraiment à donf, quoi. Et toi, Fanny, raconte-nous. Moi, je pense l'avoir vu un petit peu plus tard, c'est-à-dire pas tout à fait à la sortie, peut-être en 2010, je dirais. Ma copine Margot, si jamais elle écoute, elle se reconnaîtra, m'avait conseillé la série, mais plutôt en mode t'aimes bien la comédie musicale, tu devrais regarder ça. Voilà. Je me rappelle que de ça, et après, j'ai assez rapidement accroché. Est-ce qu'on peut repréciser l'âge qu'on avait quand on l'a découvert, au moment où on a commencé à regarder, parce que c'était quand même une longue série qui a pu nous suivre à différents moments, donc je pense que voilà, donc Anna et moi on avait 21 ans du coup. Voilà. Moi je pense que du coup quand j'ai commencé à regarder Glee, je devais avoir 26. Je pense que c'était 26 ans. Oui, moi 24 ans. Tous la vingtaine, mais plus ou moins avancés. Ouais, c'est ça. Mais on n'était pas ados, donc. Non. On regardait alors que, voilà, on était des jeunes adultes. Des adolescents, pardon, je t'ai coupé. Des adolescents, très bien. Je t'ai coupé, mais oui, on disait des adolescents à l'époque. Mais ouais, je pense que c'est important parce que c'était quand même le public cible aussi, était censé être plus jeune que nous. Donc nous, on était des franchises, fans de comédie musicale, ça, a priori tous les quatre. Et qui prenions tout ce qui arrivait, tout ce que nous donnaient les États-Unis, on le prenait, quoi. Alors, pour remettre un peu en place, pour ceux qui se souviennent pas très bien de la série, parce que bon, elle commence à dater, on voulait commencer par une petite présentation des personnages, et puis si, voilà, chacun a des envies, de remarques sur les uns et les autres des personnages. Donc, comme tu disais, Mathieu, le héros, on va dire le protagoniste de la série, ça reste quand même Mr. Schuster, Will Schuster, qui est interprété par Matthew Morrison. C'est lui qui déclenche tout en fait dans le premier épisode, parce que c'est lui qui va reprendre le Glee Club et tout repose sur ses épaules. Moi, c'est un personnage que je trouve assez souvent horripilant, je dois avouer. Comme beaucoup de monde. Non, moi non. Je suis assez d'accord avec un certain nombre d'insultes préférées par Sylvester, qu'on présentera par la suite. Et je pense qu'il y a quand même un certain nombre de choix pédagogiques assez discutables, notamment par exemple lorsque, à l'épisode consacré à New York, à la fin de la saison 2, il abandonne tout son groupe d'étudiants dans une chambre d'hôtel pour aller se balader à Broadway. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure des décisions quand on est Fanny, censé est-ce accompagner que tu un as eu groupe. ton BAFA? Parce que tu sais que ça peut se faire, on peut laisser des quartiers libres comme ça. Non mais il les enferme et lui il va se balader. Ok, non, alors même au BAFA ça ne passe pas. Il y a quand même des aspects sympathiques, mais c'est vrai qu'il y a des moments, moi j'ai revu toute la série. Oui. Et dans la saison 5, à un moment, il y a quand même le personnage de Marley, donc, qui est pas à l'aise pour être sur scène. Elle était censée être en petite tenue sur scène, et elle dit non, finalement, je suis pas à l'aise. Et là, il lui dit, mais Marley, ça ne va pas du tout, tu n'es pas solidaire avec tes camarades, tu ne veux pas faire ce que je demande, tu es suspendu du Glee Club. Donc voilà, oui. C'est ce genre d'exemple qui pose un peu problème, sans compter les nombreuses chansons à connotation sexuelle interprétées avec ses élèves, ce qui est quand même très très gênant. Oui, mais alors ça, je pense que ça sera pareil, je pense qu'on en reparlera dans les moments what the fuck de Glee, oui. Mais le double sens et les what the fuck entre les chansons et qui les chante et pourquoi, il y en a plein. Oui, alors moi je vais... Alors du coup c'est bien, t'as dit que t'as re-regardé un peu la série. Un peu, là. pas Voilà. tout. Et Anna a héroïquement tout regardé. Bravo. Je tiens à saluer ce courage. Parce que moi je serais un peu la caution Madeleine de Proust, du coup, moi je me rappelle des personnages et j'ai pas trop voulu justement revoir pour être peut-être plus dans de mes souvenirs. Donc oui, effectivement, horripilant, ok. Mais parce que c'est un être hyper positif. C'est que Will Schuster, c'est le mec, tout va bien quoi qu'il arrive. Et c'est cette espèce de force positive qui est tout le temps en train de dire que tout va pour le mieux et que tout est super, quoi. Donc moi, c'est comme ça que je m'en souviens. Et c'était cette espèce de moteur
producteur, que quoi qu'il arrive, enfin, quitte à justement faire n'importe quoi, il peut embaucher des gens adultes qui ne sont plus lycéens pour que sa chorale fonctionne, enfin, genre, il est prêt à tout. Mais voilà, c'est ce truc, donc oui, une grosse force positive, et avec cette petite autodérision que quand il rappe, il sait que ça fait marrer tout le monde parce que c'est le blanc-bec. C'est un gars, Voilà, c'est ça. Mais juste pour préciser, donc Matthew Morrison qui l'interprète est quand même très talentueux, on l'aime beaucoup, et c'est un talent qui vient de Broadway et qu'on a vu dans... Enfin, moi personnellement j'ai jamais vu, mais qui a été dans Hairspray par exemple, c'est là qu'il a été découvert. Autre personnage principal de la série, le personnage de Rachel, interprété par Léa Michel. Oui, alors Rachel aussi c'est une protagoniste de la série, hein, puisqu'on va la suivre du début à la fin et on va suivre son chemin vers la gloire. Dès le premier épisode, c'est je veux être une star, je veux aller à Broadway, et puis la quasi-fin de la série, c'est elle est devenue une star à Broadway, elle a un Tony Award. Voilà, c'est vraiment tellement le personnage principal au sein du groupe d'adolescents que voilà, une fois qu'on arrive à la fin de la saison 3 et qu'elle a son diplôme, on peut pas s'arrêter de la suivre. Ouais. C'est son rêve de Broadway à elle qui entraîne toute la série, parce que la série, au bout d'un moment, donc à partir de la saison 4, se sépare en deux entre Rachel et Kurt et quelques autres à New York, et les nouveaux du Glee Club qui restent au lycée. Pour bien rebondir là-dessus, effectivement, il y a une première promo qu'on suit dans les 3 premières saisons, avec notamment Rachel en personnage charismatique, et dès la saison 3, comme au bout d'un moment ils ont leur diplôme et ils partent du lycée, donc comment qu'on fait ? Donc ils ont tenté de remettre des nouveaux étudiants avec, c'est Marley, c'est ça, qui pourrait être un peu son double, mais auquel on a plus de mal à s'accrocher, et effectivement du coup après on est censé suivre un peu aussi leurs aventures hors Glee Club, mais c'est le titre de la série, Glee, donc du coup comment qu'on fait ? Léa Michel, donc, comme Matthew Morrison et beaucoup d'autres, donc, vient de Broadway, était même déjà presque une vétérane de Broadway lorsqu'elle arrive dans Glee. C'est vraiment une child star. Elle a commencé toute petite, elle a joué Cosette dans Les Misérables, dans Fiddler on the Roof, on l'a dit dans un précédent épisode, et également dans Spring Awakening avec justement Jonathan Groff, aka Jesse St. James dans Glee. Est-ce que justement, après Glee, moi j'ai pas l'impression qu'elle ait eu une actualité à Broadway très florissante? Non, parce qu'elle a une carrière aussi de chanteuse, elle a sorti des disques, mais elle a fait beaucoup moins de choses sur scène. Ouais. C'est ça, je pense que c'est un peu le retour de bâton, mais il y a eu une hype sur Glee à un moment, et en fait, quand Matthew Morrison et elle interviennent au Tony Award en 2010 peut-être, ils font Don't Rain on My Parade, et avec tout un truc, et on voit vraiment un vrai décalage en fait entre comment eux ils nous ont fait vendre la comédie musicale dans la série, et finalement quand on les remet dans le cocon de Broadway avec tous les gens de Broadway, les vrais, ils sonnent directement ringards en fait. Et du coup je me dis après coup, effectivement elle était très connue à Broadway avant, elle a fait Spring Awakening et ça a été pour elle un peu un climax de carrière à Broadway, et après Glee... Sa carrière déclinait, tu penses? Ouais, même elle a tenté des albums pop qui étaient pas géniaux, et bon alors là encore plus récemment elle a fait un album de Noël. Bon, je pense qu'elle était un peu fichée à vie après, c'était la meuf de Glee, donc du coup on peut plus la prendre à Broadway quoi. C'est rare aussi les acteurs qui après des séries aussi longues et avec des personnages si fortement identifiés arrivent vraiment à faire autre chose. Je pense qu'on a quelques contre-exemples, mais comme ça je pensais par exemple aux acteurs de How I Met Your Mother, que c'est une série très longue. À part Neil Patrick Harris quand même. Oui, Neil Patrick Harris c'est sans doute le contre-exemple. Pour revenir sur Rachel, donc on est quand même sur la wannabe au départ dans les lycées, qui fait des vidéos sur YouTube et qui rêve sur MySpace. Ah, oh pardon. Donc c'est ça que ça rend encore plus ringard. 2009 oblige, mais oui, c'est vraiment pour identifier que la petite adolescente qui fait ça dans sa chambre puisse s'identifier à Rachel. C'est vraiment celle qui se filme et qui veut percer en faisant des vidéos sur internet, qui est fan de comédie musicale. C'est vraiment aussi la caution comédie musicale aussi de Glee, je pense. Elle adore Funny Girl, et du coup c'est pas étonnant, on peut faire des liens aussi avec le personnage hyper électrique comme ça de Fanny. Et qui est persuadée qu'elle va être une star. Fanny Bryce dans Funny Girl. Ouais. Fanny Bryce. Autre personnage principal à mentionner, le personnage de Finn, incarné par Cory Monteith. En revoyant la série, j'ai vraiment trouvé que c'était un très beau personnage. Oui. Bon, malgré, on va le rappeler, on n'a pas encore dit, sa trajectoire tristement écourtée, puisqu'il est décédé entre la fin de la saison 4 et le début de la saison 5 d'une overdose. Donc c'est extrêmement triste, et la série ne s'en remet jamais vraiment, faut dire ce qui est. Mais c'est vraiment un beau personnage. En fait, un personnage, au fur et à mesure de la série, plutôt triste, en fait. Oui.
C'est émouvant ce côté, le mec de la campagne qui est pas très sûr de son avenir. Ces mecs très populaires au lycée mais qui ont peaked in high school. Genre le lycée c'est le summum de leur vie et après ils savent pas. Et Finn, c'est très émouvant parce qu'il sait pas exactement ce qu'il veut faire. À un moment, il dit que peut-être il veut devenir acteur, donc il tente une école à New York, mais il l'a pas. Après, il est plus très sûr, il va travailler avec le père de Kurt dans son atelier, il fait d'autres métiers, etc. Après, il y a un moment dans la saison 4 où il décide qu'il va devenir prof pour pouvoir reprendre le Glee Club. Mais voilà, c'est très touchant ce personnage qui n'est pas sûr de trouver un sens à sa vie, contrairement à Rachel, donc, qui est son amoureuse dans la série. Pardon de le révéler. Qui, elle, a un but très précis dans son existence, et lui, il sait pas exactement, et je trouve que c'est vraiment très touchant. C'est un personnage tout aussi pour moi important que Rachel, et c'est une bonne respiration, justement, je trouve. Pour moi, là, le souvenir que j'en ai, c'est ça. C'est que, ça fait du bien quand il arrive. Il a des intrigues peut-être un peu plus intéressantes des fois. Et effectivement, tous les personnages, il y a qui sont quand même très caricaturaux parce que c'est le soap opéra et qu'il faut avoir ce truc-là. Mais Rachel qui sait qu'elle veut être star, Kurt qui sait qu'il veut être une star. Enfin, ça aurait été un peu too much s'il avait eu son école de comédien et que il devenait acteur lui aussi. Enfin, ça aurait été un peu. Donc ça fait du bien. Ça, je trouve que pour moi, c'était un personnage qui était assez attachant justement pour ça. Et qui a quand même la scène de découverte qui est devenue hyper mythique après, qui est devenue une référence de la pop culture. Sous la douche. Sous la douche. Ce moment où Winchester doit caster des membres pour garnir son Glee Club et que, oh là là, il entend ce jeune homme chanter sous la douche et ça a été rejoué Pitch Perfect l'a repris. Et c'est repris dans Glee lui-même, puisque Finn fait la même chose pour découvrir Sam au début de la saison 2. C'est comme ça qu'il réalise que lui aussi sait chanter. Et si je puis me permettre aussi d'ajouter, suite à cette découverte de Finn, Schuster va quand même faire le choix de le faire chanter, au sens anglais de blackmail, pour l'obliger à intégrer le Glee Club. Donc encore un choix relativement contestable. Fanny n'a pas son BAFA. Encore une fois, quand t'as besoin de garnir un groupe, Fanny, tu prends tout ce que tu peux. Tout est justifiable. Oui, et puis le Glee Club qui était vraiment le truc impopulaire, c'est vraiment la case des rejetés, les losers, et en faisant ce choix aussi d'intégrer le quarterback, c'est une stratégie pour rendre le club plus populaire. Oui, mais ça c'est la grande question pendant toute la série. Il faut aller prendre des cheerleaders, des joueurs de foot. Ouais. Mais en fait, elles deviennent elles-mêmes impopulaires en rejoignant le Glee Club, qui est la caste des rejetés par excellence. Ça, je trouve qu'on a du mal à y croire. Le côté, elles deviennent impopulaires, puisqu'elles le disent à plusieurs reprises, tout au long, encore une fois, des 2 premières saisons, qu'elles se prennent des slushies. Donc, l'attaque typique de Glee, le harcèlement scolaire dans Glee, ça prend la forme d'une attaque à base de slushy, donc une boisson... un granita. Un granita, voilà. Qui est donc violemment jeté à la figure de la personne qui doit être disgraciée. Donc, les cheerleaders deviennent la cible de ces attaques après qu'elles aient intégré le Glee Club. Mais je trouve que par ailleurs, on sent pas cet opprobre en fait, social. Je pense que c'est plus dans la trame narrative où peu après avoir intégré le Glee Club, Queen tombe enceinte quand même. Santana se découvre lesbienne et comment il s'appelle Brittany bisexuelle. Mais c'est plus dans la trame narrative. C'est pas lié à leur physique. Et au Glee Club. Mais peut-être que quand tu rentres dans le Glee Club, tout d'un coup, tu deviens bi, tu tombes enceinte, tu vois. Et qu'avant, quand t'étais coach cheerleader, non, ça n'arrivait pas. Ça fait sens. Anna, du coup, de Finn, la fin qui était prévue, comment est-ce que ça devait se terminer ? Parce qu'évidemment, il est mort avant la fin de la série. Et tu dis que ça a créé un trou, en fait, dans la série. Il y a eu un vrai passage à vide, mais parce qu'il y avait une vraie trame qui était écrite pour lui jusqu'à la fin. Oui, alors Ryan Murphy avait prévu une fin, en fait, autour du couple Rachel-Finn, dans laquelle Rachel, après avoir eu son premier Tony Award et des succès, etc., sur Broadway, revenait en Ohio, où Finn, lui, était devenu coach du Glee Club, de New Directions, et qu'elle revenait le voir et elle disait « I'm home ». Et ils se retrouvaient à ce moment-là. Évidemment, cette fin n'a pas pu avoir lieu. Et ça, c'est assez émouvant. Ils l'ont fait dire au personnage de Rachel dans, justement, l'épisode... Hommage à Finn, qui s'appelle The Quarterback. Le personnage de Rachel dit ça. Elle dit « J'avais tout prévu, j'allais devenir une star, j'allais revenir en Ohio, j'allais voir Finn et je lui dirais « I'm home » et on vivrait heureux toute notre vie. » Et c'est quand même très, très émouvant. Oui, c'est un épisode qui était hyper touchant. Tout d'un coup, la fanbase était... hyper solidaire, il y a tout un truc vraiment, ça a été malgré tout aussi un petit pic, je trouve, peut-être d'audience à mon avis, moi je sais que j'étais très curieux quand c'est passé à l'époque, de me dire mais comment est-ce qu'ils vont gérer cette mort là, parce que c'était quand même un personnage principal
Enfin, il a même été. Enfin, on se disait, mais ils vont arrêter en fait. La série va s'arrêter quoi. J'avais bien aimé cet épisode. Donc. Ouais, c'était très émouvant. Et bon, ils avaient fait le choix, mais qui était le seul choix logique, c'est de pas dire comment Finn est mort en fait. Parce qu'ils allaient pas raconter que Finn est mort d'une overdose, c'est très irrespectueux pour Cole Mantis. Ils allaient pas inventer autre chose. Et puis on est sur la Fox. On ne fait pas d'overdose sur la Fox, je vous rappelle, mesdames. Donc, bon, ils ont fait le seul choix logique et effectivement, c'était un épisode assez respectueux et assez touchant. Ouais. Et avec clin d'œil, à la fin, le tout dernier épisode où il y a son portrait en fait avec l'ancienne, c'est cette dame renfrognée qui était la directrice du Glee Club d'avant, qu'on voit souvent en photo, et finalement il y a sa photo juste à côté maintenant de lui aussi. Voilà, c'était le petit clin d'œil qu'ils ont fait sur le tout dernier épisode à la fin. Juste pour confirmer qu'effectivement, The Quarterback, c'est une des meilleures audiences de la saison, 5e saison de la série. Outre le personnage de Finn, un autre personnage masculin essentiel de la série, parmi les membres du Glee Club, c'est celui qui deviendra d'ailleurs son demi-frère, et qui est donc le personnage de Kurt, incarné par Chris Colfer. Oui, alors Kurt, c'est mon préf, c'est le best. J'ai mis mon préféré avec Finn, bon j'ai pas fait non plus un classement, mais voilà. Et si mes personnages préférés sont des hommes, c'est peut-être pour une raison qu'on pourra discuter un peu plus tard, voilà. Mais voilà, c'est un très très beau personnage qui a une belle évolution sur toute la série, d'un garçon timide, peu sûr de lui, qui est pas encore out of the closet, à un homme indépendant. Marié à un homme. Une fashion icon, voilà, donc en plus il a les meilleures répliques de la série, il est trop marrant. Et voilà, il est vraiment central et c'est un de ceux dont la famille est le plus au centre, puisqu'on voit énormément son père et sa belle-mère qui est la mère de Finn. En comparaison, même si Rachel est très centrale, en fait, on voit assez peu ses deux pères. Ce qui est intéressant, c'est que le personnage a été créé pour Chris Colfer quand il a auditionné, puisqu'à l'origine, elle a auditionné pour le personnage de Artie, dont on va parler un petit peu après. Et en fait, ils l'ont trouvé tellement... ils ont trouvé qu'il avait une personnalité incroyable, etc. Ils ont créé le personnage de Kurt pour lui, et c'est très très fort. Et Chris Colfer, il est hyper talentueux, et il est aussi notable pour sa voix de contre-ténor absolument impressionnante, cette tessiture de ouf. Tout le monde peut le faire. Oui, c'est un personnage du coup emblématique, donc très vite on découvre qu'il est homosexuel, on le découvre même bullied, il se fait, dès le premier épisode, on le jette dans une poubelle parce qu'il est efféminé, parce qu'il est différent, parce qu'il s'habille de manière différente que les autres, avec cette espèce de sens du look justement. Je crois que c'est quand même notable de se dire que Ryan Murphy est aussi ouvertement homosexuel et que ça a été peut-être l'occasion d'avoir un sujet un peu intéressant, sur lequel il a peut-être pu s'investir aussi. C'est pour ça aussi, je pense que Kurt prend une belle ampleur et a un arc aussi narratif assez intéressant. Et je crois que pour l'époque, qui était un des rares personnages adolescents dans une série, en tout cas, parce qu'ils ont tous presque 20... Ils avaient notre âge, en fait. Mais Chris Colfer, je crois que c'était, pour le coup, il était beaucoup plus jeune que les autres. D'accord, ouais. Mais voilà, en tout cas, c'était rare d'avoir un personnage adolescent ouvertement homosexuel au grand public à cette époque-là. Surtout dans une série Fox, de Network, c'est quand même notable malgré tout. Oui, il faut recontextualiser du coup. La Fox, qui est quand même une des chaînes les plus conservatrices des États-Unis, qui est la maman de Fox News, qui a fait élire, qui en tout cas a été très pro-Trump. Donc voilà, il faut bien planter le décor. Certains articles qui sont sortis sur Glee critiquaient quand même la représentation de Kurt comme tombant dans le cliché du gay sensible, flamboyant, évidemment intéressé par la mode. Ouais, mais d'accord, mais c'est soap opéra, il nous fait un personnage gay, et en plus après si ça rentre dans le truc de stéréotype, des personnages stéréotypés de Glee. Et puis s'il a été fait en plus sur mesure sur l'acteur, plus ou moins après on doit grossir forcément les traits. Chris Colfer, quand on le voit en interview, il n'y a pas énorme de différence. Je trouve qu'il a quand même, il est un poil plus posé, peut-être un peu moins. C'était évidemment pas tout en nuance, mais je crois qu'il faut pas chercher la nuance chez Glee, de toute façon. Chez aucun des personnages, peut-être. Parce que en revanche, ça a été pour le coup, je pense, un vrai modèle aussi pour pas mal d'adolescents, pour pas mal de jeunes qui regardaient ça en famille le mardi soir, ou je sais plus quand ça passait sur la Fox, et qui se disait il y a une représentation, donc aussi maladroite soit-elle, il y avait quand même déjà à l'époque au moins une première représentation. Ça, je pense que c'est assez important. Sur la question des représentations, en tout cas d'un personnage homosexuel, masculin, je voudrais faire remarquer que sur les 57 chansons qui sont chantées par Kurt au fil de la série, on a 21 chansons qui sont du domaine de la comédie musicale. Donc que ce soit film musical ou pièce théâtrale musicale. Et donc c'est pas innocent ça aussi. Je pense que ça permet de reconduire aussi un stéréotype de l'intérêt
pour les hommes homosexuels, pour la comédie musicale. En plus, on a des chansons particulièrement connotées, comme le Jazz Hot, la chanson donc de Victor Victoria, qui parle typiquement d'identité de genre et d'identité sexuelle, par rapport on va dire, à l'intrigue du film. Il est aussi, dans le répertoire de Broadway, particulièrement associé aux chansons qu'on pourrait qualifier de chansons de diva. Par exemple, Rose Stone de Gypsy, ou encore la chanson finale de Sunset Boulevard. Oui. As if we never said goodbye. As if we never said goodbye. Ou encore le medley Get Happy, Happy Days Are Here Again, chanté par Judy Garland et Barbra Streisand. Donc vraiment une galaxie de divas qui gravitent autour du personnage de Kurt. Je trouve que tu avances un point vraiment intéressant par rapport à la série Glee, par rapport aux articles qu'on peut trouver ou les commentaires qu'on peut trouver, qui tournent beaucoup autour des représentations, et finalement peu qui se concentrent sur vraiment le caractère musical de la série. Et on va y revenir plus en détail encore sur cet aspect musical. Et pour justement Kurt, pour un personnage homosexuel, donc c'est un peu le penchant masculin de Rachel, Au début, ils sont presque ennemis parce que finalement, ils ont les mêmes ambitions. Mais justement, moi, c'est ce qui m'a par contre frustré beaucoup dans la série, c'est que on lui prête les mêmes ambitions que Rachel, donc il est toujours numéro 2 après elle, mais c'est un homme gay, enfin il aurait peut-être eu d'autres... il aurait pu avoir d'autres aspirations. Moi c'était un personnage aussi qui m'a frustré dans ce sens-là, c'est que du coup elle lui donnait des chansons, et je le trouve pas très très bon en plus dans la voix, quand il fait justement les chansons de diva, Rosie Stern, etc. Enfin que c'est Patti LuPone qui le chante enfin c'est une espèce de voix, elle a un wah-wah énorme, et là lui le pauvre avec une voix de contre-ténor c'est hyper dur à faire, et autant je le trouve beaucoup plus sensible quand il chante Blackbird des Beatles avec juste une guitare, et là on entend vraiment donc c'est dommage après effectivement qu'il soit resté juste le penchant masculin de Rachel ou l'éternel second, voilà, et finalement ils vont devenir potes, mais il sera quand même toujours un peu son second, et ça c'est un peu dommage je trouve. Et après Kurt, passons à, bon là encore on va spoiler, mais son amoureux, donc Blaine, incarné par Darren Criss. Et là on a au moins Mathieu et Anna qui sont tout en émoi. Non. Oui, donc il est introduit dans la saison 2, l'épisode 6, comme love interest de Kurt. Elle a fait un petit cœur sur sa feuille. Oui, je sais pas pourquoi, est-ce que c'était un cœur pour Kurt, pour Blaine, pour les deux? Ce qui est marrant, c'est que les scénaristes, à partir du moment où ils l'ont introduit, surtout à partir de la saison 3, deviennent des énormes fans de Blaine. Oui. Et du coup, mais dans le courant de la saison 3, et après ça s'arrête jamais, il a un nombre de solos, mais spectaculaire quoi. Mais c'est lui d'ailleurs qui, au début de la saison 4, est élu The New Rachel. Le remplaçant de Rachel dans le Glee Club, c'est assez marrant. Oui, mais normal. Oui, mais il est très normal, il est beau, il chante bien, il est parfait, en toute objectivité bien sûr. Oui, Blaine, qui est au départ dans un lycée concurrent du McKinley High School, comment il s'appelle Dalton Academy. La Dalton Academy, donc il y a vraiment cette école un peu privée avec, ils ont des blazers, c'est un peu le truc à l'anglaise quoi, où ils ont leur blazer assorti avec leur cravate et tout ça, et c'est une école où Kurt va aller, puisqu'il est beaucoup trop harcelé dans son lycée. Et du coup, c'est comme ça qu'il va rencontrer Blaine. À croire que tous les chanteurs, d'ailleurs, qui sont dans ce groupe a cappella sont de la jaquette, parce que je crois qu'il y en a un deuxième aussi dans les Warblers qui est... Oui, le personnage de Sébastien. Ouais. Bah, c'est quelque chose que demande Kurt, d'ailleurs, en arrivant, lorsqu'il a une espèce de petit rendez-vous avec 3 Warblers après les avoir vus chanter. Ils disent, mais est-ce que vous êtes tous gays? Et ils font, non. Sur les 3 présents, Blaine fait, non, il n'y a que moi. Oui, c'est vrai que ça joue un peu sur l'ambiguïté quand même, dans ce groupe-là. Moi, j'aime bien y aller chanter. Quand vous voulez, je vais entraîner les Warblers. Le personnage suivant que nous avions noté, c'est Mercedes, la Black Diva du Glee Club. Amber Riley, qui joue Mercedes, et qui est pour moi le personnage le plus sous-exploité de cette série. C'est vrai. Je l'aime tellement, et vraiment, elle aurait été mon personnage préféré s'il l'avait vraiment travaillé. Là, la pauvre, elle est juste là pour faire des vibes et pour faire la diva soul, alors qu'en fait, elle a une carrure incroyable, cette fille. Et pour le coup, autant Léa Michel a pas du tout percé à Broadway, autant il y en a certains après Glee qui ont réussi à s'en sortir, et souvent les seconds rôles. Et donc, Amber Riley, elle a joué dans Dreamgirls à West End. Enfin, vraiment, c'est une personnalité incroyable, et je suis vraiment déçu parce que dans Glee, elle est juste la copine un peu weirdos de Kurt, un peu underestimated pour moi, quoi. Et alors que cette underestimation est justement sans cesse commentée par la série, parce que le personnage se plaint de ne pas avoir assez de solos, de ne pas être assez reconnu, enfin, dès le tout début de la saison 1,
à un moment donné, Sue Sylvester, dont on va parler rapidement, qui est donc l'entraîneuse des Pom-Pom Girls, va créer une chorale concurrente pour avoir justement tous les talents sous-exploités. Et Mercedes en fait bien sûr partie. Et voilà, pourtant, tout au long de la série, ça sera souligné qu'elle n'est pas employée à juste titre, et la série ne fera rien pour y remédier. Oui, ça joue même un peu là-dessus, j'ai l'impression, hein, sur créer cette ambiance. Ce qui se passe dans la vie se passe dans Glee. Autre personnage intéressant, c'est Artie Abrams, interprété par Kevin McHale. Donc c'est un personnage qui est donc en fauteuil roulant, handicapé. Donc oui, personnage assez classique, hein, de nerd, dans son attitude comme dans ses intérêts. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui va s'intéresser au cinéma. Hein, donc le cinéma est une activité de nerd dans Glee. Faire des films, c'est pour les nerds. Hein, oh, quand même. Le club cinéma du lycée, en général, c'était un peu ça quand même. Moi, ce que je voulais juste mentionner, c'est le côté assez problématique de caster un acteur valide pour jouer un personnage en fauteuil roulant. Et d'ailleurs, il me semble que Kevin McHale, à la base, était danseur. Est danseur. Donc, finalement, il dansera avec ses jambes dans un seul numéro, qui est une espèce de séquence onirique où il rêve d'avoir été guéri par une opération des jambes. Et le reste du temps, il participera au numéro dansé en fauteuil roulant. Et alors, je ne vais pas du tout dire de bêtises, parce que je ne suis vraiment pas une spécialiste de la question, mais il me semble que cet épisode, Wheels, a beaucoup été critiqué, notamment par tout un mouvement de danse de personnes qui dansent en fauteuil roulant, par en fait tout simplement la pauvreté des danses qui ont été effectuées, alors que en fait c'est un vrai truc que j'avoue mal connaître personnellement, mais la danse en fauteuil roulant, et ils sont apparemment pas du tout inspirés de ce qui se faisait dans tout ce courant chorégraphique. Ça aurait été cool. Cette chorégraphie dans Wheels a été critiquée en tant que simpliste et médiocre. Mais par contre, il a été salué pour son rôle d'Artie. Oh, il est très convaincant et il chante très bien aussi. Oui, c'est ça, c'est très talentueux. Parce que du coup, effectivement, tu en parles et moi, c'est justement un des souvenirs les plus gênants de la série. Alors en soi, moi, ça me pose pas de problème. C'est mieux si on peut prendre un acteur non valide pour jouer le rôle, je préfère. Mais en soi, ça me dérangeait pas jusqu'à justement cette séquence où on le voit se lever. J'ai toujours du mal avec ce truc. Puis là, c'est vraiment grossier. Mais du coup, pour moi, ça me met vraiment très mal à l'aise. Ce truc il rêve de danser, d'avoir des jambes valides et tout. Et là, du coup, il se lève de son fauteuil et ça brise tout. À la rigueur, il aurait laissé sur le fauteuil et j'aurais même pu saluer la performance de me dire, effectivement, il essaye. Alors après, c'est peut-être pas aussi bien que ceux qui le font vraiment, mais au moins, on aurait pu se dire, ok. Mais là, non, vraiment, c'est à partir du moment où tu t'es levé, ce n'est plus possible. Alors que pourtant, le personnage est très attachant. Moi, c'est un personnage pareil, c'est ce personnage secondaire qu'on aurait presque aimé. Moi, j'aurais fait un spin-off de Mercedes, de Artie et tout, parce qu'ils sont hyper mignons, hyper touchants, et ils sont réduits des fois à des trucs hyper... leurs love interests sont ridicules. Mercedes, alors comme par hasard, elle tombe amoureuse de Kurt, qui est son meilleur ami gay. Lui, il a quand même une histoire de coucherie avec une autre fille en fauteuil roulant, bah oui. C'est une critique qui revient un petit peu souvent sur leur présentation, et aussi les actrices atteintes de trisomie 21. On a dit qu'elles sont juste là pour valoriser le personnage dessous, ou lui montrer un aspect un peu plus empathique, sensible, etc. Donc c'est des critiques qui reviennent souvent. Je crois qu'à chaque fois, on va être sûr. Alors ça a été très critiqué. Bon, en même temps, ils en ont parlé, quoi. Mais en fait, vraiment, je pense que tout le temps, on va être comme ça. Parce qu'à vouloir parler du handicap sans prendre, évidemment. Après, je pense qu'il y a aussi des vraies contraintes de production et du lieu où ça se passe, la Fox, parce que c'est quand même un truc qui est très, très cadré. Je trouve que depuis qu'il a les mains plus libres, Ryan Murphy, il fait plus du tout les mêmes erreurs. Dans Pose, quand il met en scène des acteurs, des actrices transgenres, il prend des acteurs et des actrices transgenres. Je pense qu'il y a aussi peut-être un gros cadre derrière qui doit, à mon avis, pas mal à chaque fois être influent sur ces choix-là, quoi. Sur l'évolution peut-être de Ryan Murphy, on s'était aussi dit ça sur The Politician, Fanny, je sais pas si tu te souviens. On avait dit que dans The Politician, on a un personnage de mec transgenre, joué par un mec transgenre. Y a un personnage qui est atteint de paralysie cérébrale, donc handicapé, qui est évidemment joué par un acteur qui est atteint de paralysie cérébrale. On a le personnage de la principale qui est sourde, et le fait qu'elle soit sourde n'est pas du tout un point qui est... Pas un élément dramatique, quoi. Exactement, c'est juste qu'elle est sourde, et elle parle, elle a une diction de personnes sourdes, etc. Et ça, c'est vraiment une énorme évolution par rapport à Glee, où... Déjà, on se posait pas trop la question de faire représenter les gens par des gens qui ont vraiment le handicap, etc. Et en plus, on n'arrêtait pas de pointer la diversité au lieu juste d'en faire un fait comme ça naturel, quoi. Oui, Different Times aussi, on était sur une autre époque. Oui, et puis avec le discours de la série qui fait du non conventionnel une norme. L'étendard, duel, le loser, normativiser la marginalité.
Continuons sur les différents personnages de la série et nous vous souhaitions à présent dire quelques mots du personnage de Tina, donc incarnée par Jenna Ushkovitz. Oui, et Jenna Ushkovitz qui est également une actrice qui a un background Broadway très Un bon important pédigré. et qui On n'entend pas beaucoup chanter aussi. Non. Elle. pas énormément. Et justement, bon, c'est dans la lignée de ce qu'on vient de dire, hein, c'est un Très, personnage très secondaire. secondaire qui est sympathique, mais j'ai l'impression que les scénaristes n'ont pas su quoi faire d'elle, quoi. Rien que dans le nom. Enfin, attends, mais ils l'ont appelé. Ils s'appellent Tina- tous Chung. Mais ils s'appellent Chang, quoi. Dès qu'ils sont asiates. Enfin, franchement, tu sens qu'à la fin, c'est l'asiate, on l'appelle Chang. Ouais, bah, on en a pas un aussi. Bah, c'est pas grave. Enfin, vraiment, c'est pas possible, quoi. Parce que du coup, là, il y a elle et puis il y a l'autre, il y a le danseur. Ah oui, Mike. et ils les font sortir ensemble à un mais moment oui, comme une blague. Mike Chang, quoi. Alors justement, j'ai trouvé pas mal d'exemples dans la série de moments où t'as l'impression qu'ils savent pas quoi en faire. Par exemple, au début de la série, elle bégayait. Non, mais. Et Ah oui, ils sont complètement arrêtés. Et ils inventent au bout de... J'en sais rien s'ils inventent, peut-être qu'ils avaient prévu depuis le début, mais ça m'étonnerait. À l'épisode 9 de la saison 1, ils inventent que en fait, non. c'était faisait fake. semblant. Elle faisait semblant de bégayer, parce que c'est trop Mais oui. chiant. Ah oui, c'est Mais ça, oui. d'accord. Elle change vraiment énormément, c'est très bizarre, parce qu'au début, c'est vraiment... Elle est timide, c'est la jeune fille gothique, ouais, un peu gothique, revêche, machin. Mhm. Et après, elle devient une bitch vraiment insupportable dans la saison 4 et du coup j'étais là merde, qu'est-ce qu'ils ont foutu avec Tina quoi, c'est Ouais, vraiment mais- relou. Et dans la saison 2 et 3, alors donc effectivement elle met en couple avec l'autre personnage asiatique qui est le danseur Mike. Après, même si au début c'est un peu une blague, c'est quand même un couple qui est assez bien et en regardant l'ensemble de la série, je me suis dit c'est clairement de toute la série le couple le plus fonctionnel et le plus sain de tous les couples de Glee. Qui se Donc, ressemblent, c'est déjà s'assemblent. pas mal. Forcément, voilà. Alors que quand elle sort avec l'handicapé, on est vachement moins dedans, c'est ça que tu veux dire. Non mais oui, parce qu'effectivement au début son love interest, et moi je trouvais ça amusant cette histoire de ok la fille qui bégaye sort avec le mec en fauteuil roulant, enfin tu vois je me disais ah tiens pourquoi pas. Ils Alors que- terminent ensemble. Ouais. Ouais, dans le tout dernier épisode. Parfait, tout est bien qui finit bien. Passons à nos amis les Cheerios, avec pour commencer Santana, interprétée par Naya Rivera. Alors là, on est face à un personnage qui se complexifie un petit peu au fil de la série parce que, au début, sur la première saison, à la moitié de la deuxième, on est vraiment sur un stéréotype éculé, de celui de la spicy latina, donc la latino-américaine très très sexualisée, qui en plus est très méchante, enfin au sens vraiment de bitchy, donc elle Ouais. va Mean girl, quoi. insulter tout le monde, faire des commentaires souvent drôles, mais voilà, La bully. très agressive avec ses camarades du club. Et puis ensuite, on apprend que cette agressivité est liée au fait qu'elle n'arrive pas à assumer son homosexualité. C'est vraiment présenté comme ça dans la série, c'est dit par le personnage. Et on va avoir donc tout un passage plus touchant sur l'acceptation progressive de cette homosexualité, d'abord par elle-même, puis plus ou moins facilement par son entourage, et notamment le personnage de sa grand-mère que nous avons redécouvert être joué par la même actrice qui joue la grand-mère dans Jane the Virgin. Donc ça fait partie des petits plaisirs de notre revisionnage de Glee, où on a retrouvé dans plein de rôles secondaires, ou même simplement des silhouettes, des acteurs qu'on a vus après dans d'autres séries. Il y a d'ailleurs une blague dans l'épisode 18 de la deuxième saison, Born This Way, où elle monte avec David Karofsky, qui était un personnage de bully, un gang d'anti-bully, mais du coup, gang composé de ces deux personnages, donc elle qui est refoulée, et lui aussi refoulé. C'est un peu ridicule, ils ont un petit béret, un teddy rouge satiné, qui les rendent plus séduisants que menaçants. Et elle menace Karofsky de dénoncer son homosexualité si il l'aide pas. Enfin, il y a tout un truc, il y a tout un jeu sur le bullying. Elle est quand même Qui est très assez- manipulatrice. qui est assez marrant. Et avec ce même Karofsky, ils vont candidater, donc Santana et Dave, au poste, je ne sais pas comment on dit, au titre de Prom Queen and King au cours de la saison 2, chacun étant donc la barbe de l'autre. Du coup, pour rebondir sur ce qu'on se disait avant sur le côté genre, on essaye de faire un peu comme dans la vie de ce qui se passe avec les acteurs, la rivalité entre Santana et Rachel a été vachement alimentée par les pseudo-rivalités des actrices, des interprètes qui jouaient Rachel et Santana. C'était en permanence dans les interviews sur Entertainment Statue, dès qu'on leur parlait, et surtout Ariane Murphy, on dit mais comment est-ce que vous faites pour supporter les querelles entre, tu sais, où on a besoin absolument de créer une querelle entre deux actrices féminines, alors qu'il a fini par dire mais alors oui, il y a eu des moments où elles se crépaient le chignon, mais comme sur 6 saisons ça peut arriver, et en réalité finalement, en les connaissant personnellement, ils disaient qu'elles avaient beaucoup de respect l'une pour l'autre, enfin les deux chanteuses et deux comédiennes avaient beaucoup de respect l'une envers l'autre, et que bien souvent leur feud, leur querelle était bien
en dessous de celle des hommes et des acteurs dont on ne parlait absolument pas sur le tournage. Intéressant. Eh bien, parlons de son amoureuse, encore une fois, petit cœur. Britney, l'adorable Britney, interprétée par Heather Morris. Britney qui, dans une certaine mesure, reconduit quand même elle aussi un stéréotype, celui de la dame blonde, la blonde stupide, mais pas dans une version hyper sexualisée à la Marilyn Monroe, même si, bon, évidemment, Heather Morris est une très très jolie fille, et une cheerleader, donc elle a tous les attributs conventionnels de la féminité, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment appuyé dans la série. C'est plutôt en fait une version comique, et elle va s'illustrer par ses one-liners, donc c'est vraiment ces blagues très très courtes, et toujours absurdes en fait, c'est des répliques toujours absurdes qui vont vraiment insuffler pas mal de fantaisie en fait dans la série. Et il y a toujours des petits silences souvent après ces répliques, genre qu'est-ce qu'elle vient de dire. C'est très très marrant. Et il y a vraiment, je trouve, un contraste saisissant entre donc son personnage dans le récit, où elle est donc souvent un peu molle, elle dit quasiment toutes ses répliques comiques avec une expression deadpan, enfin sans, laconique, sans expression particulière. Et ça va contraster complètement avec son corps dans la danse, où elle est hyper tonique, hyper musculeuse. Enfin, voilà. Et en fait, à la base, c'est une actrice qui est danseuse et qui donc a été engagée dans la série en tant que danseuse, que même danse consultante en plus de son petit rôle dans la série, et en particulier sur une chanson sur laquelle on va revenir, qui est la chanson Single Ladies, donc une chanson de Beyoncé, parce que Heather Morris avait été backup dancer pour Beyoncé, donc elle était vraiment venue pour leur apprendre la choré, et devant la bonne réponse des fans face au personnage, elle est restée. On a dit comment elle s'appelait, son nom de famille. Ah oui. C'est quand même la blague, Brittany S. Spears. Ah oui. Et donc il y a toute une blague autour de elle, de Britney Spears qui revient souvent. Oui. Ah, mais c'était ça. Qui donne l'occasion d'un épisode très bien. De deux épisodes. Deux épisodes qui sont super. Ouais. Donc, personnage suivant dont on pourrait parler, c'est évidemment la reine des cheerleaders, Queen, interprétée par Diana Agron. Bah oui, la Queen Bee, quoi. Enfin, la reine des abeilles, c'est la mean girl par excellence. Et alors vraiment, là aussi, le code du teen movie, les trois filles, les trois pestes, la blonde qui est quand même la plus futée et la plus jolie et la plus tout que ses deux copines. Queen, quoi, qui est au départ même la copine du quarterback, c'est vraiment le couple star, quoi. Après, qui a... malheureusement pour elle, très vite une intrigue vraiment... je crois qu'ils lui ont quand même tout fait. Enfin, justement, je suis assez surpris que vous ayez rien à dire. Parce que, elle a été enceinte. Elle n'a pas avorté, elle a donné son enfant. Elle a eu un fauteuil roulant à un moment. Enfin, genre vraiment, quand on vous dit que c'est un soap opera, je pense que Queen, c'est le personnage... Enfin, limite, à un moment, on aurait une jumelle maléfique que ça m'aurait pas étonné, tu vois. Enfin, genre vraiment... Aussi, peut-être, ça prouve aussi la limite du personnage de la pom-pom girl, enfin, ce truc du personnage typique américain, là, de la meilleure, la plus forte, la blonde, la forte et tout. Bon, bah, en fait, oui, au bout de 3 épisodes, on se fait chier, quoi. Et on sait plus quoi lui faire bah subir. Oui, c'est ça, quoi. C'est trop ça. Et parce que la garce. Oui, c'est ça. Mais du coup, toi qui as vu jusqu'à la fin, il lui arrive quoi à la fin à Queen ? On la revoit ? Alors, on la revoit assez peu. Je crois que l'actrice est pas trop revenue. Grand bien lui en face, parce que quand ils font revenir les autres, c'est un peu pénible. On voit qu'elle se remet avec Puck, qui lui est devenu est rentré dans l'armée. Oh là là. Et ils se remettent plus ou moins ensemble. Après, on la revoit dans le dernier épisode, mais elle parle pas, elle chante juste. Donc, Et il y a eu d'ailleurs pareil, changement de casting. Enfin, quand il y a eu les nouveaux élèves qui sont arrivés, il y a eu la Queen 2. Enfin, comment elle s'appelle Kitty. Voilà, Kitty. Ah oui, oui. Pareil, quoi. Enfin, la blonde. Mais alors là, pour le coup, mais zéro. Oui, c'était exactement ce que j'allais dire après. Donc, pour conclure sur ces personnages d'adolescents. On a surtout parlé, malgré tout, de la première fournée, même si on les a pas tous cités. On a parlé des Original New Directions. Oui. Il faut bien reconnaître qu'après eux, la magie disparaît un peu quand même. Les scénaristes essaient désespérément de relancer des intrigues avec les nouveaux du Glee Club dans la saison 4. Et donc on a le triangle amoureux, Marley, Jake, Ryder. On a la nouvelle Bitch des Cheerios en la personne de Kitty. Mais on s'en fout un peu. Passons à l'un des personnages majeurs de la série, qui est bien évidemment... Sue Sylvester. Donc on en a déjà parlé, donc c'est la fameuse entraîneuse des cheerleaders, donc campée par Jane Lynch. Je pense un des personnages les plus intéressants, ou en tout cas pour le coup qui va pas forcément beaucoup évoluer au fil de la saison, même qui va être assez monomaniaque sur son obsession de détruire le Glee Club. Mais oui, personnage conservateur, réactionnaire, intolérant.
Je sais pas Ouais, je pense que c'est un peu ambigu. À la fin de la série, elle devient quand même vice-présidente des États-Unis sous l'étiquette républicaine, hein, donc Étonnant. c'est étonnant. chargé quoi. Enfin, moi, je me suis demandé si c'est pas justement un personnage créé à l'image de la chaîne Fox dans un but satirique. Il y avait tout un truc autour de ça, où elle est pour le port d'armes, Oui. contre l'enseignement des arts à l'école, homophobe, raciste, et défend des valeurs de conservateurs, républicains, réactionnaires. Mais justement, c'est satirique, puisque Jane Lynch, l'actrice, est elle-même ouvertement gay, et du coup, c'est... J'ai l'info. Glee, avant d'être le pilote qu'on a vu, il y a eu un premier script qui a été proposé à la Fox. Sue n'existait pas. Et donc voilà, elle a été rajoutée après. Donc est-ce qu'effectivement ça peut être amusant de se poser la question, est-ce que finalement suite peut-être au retour de la Fox, ils se sont dit on va leur créer un personnage hyper, enfin ça pourrait, enfin moi ça m'aurait amusé que ça soit comme ça en tout cas, que ça explique la naissance de Sue. Oui, évidemment, le conservatisme de Sue peut être vu comme satirique parce qu'en fait, il est trop exacerbé. Ouais, Je pense que c'est ça qui est vraiment fondateur dans le personnage, c'est qu'elle est larger than life. Enfin, tout est délirant, tout est exagéré, tout est fou. Elle se marie Elle se marie, elle-même. c'est ça. Non, mais c'est ça. Le meilleur mariage de série du monde. Elle se marie à elle-même. Et moi, je pense que c'est pour cette raison qu'on peut vraiment y voir un personnage camp, enfin, dans ce côté tellement outré, tellement exagéré, tellement theatrical, enfin, tellement... Androgyne aussi. qu'on peut la lire comme camp, c'est-à-dire comme quelque chose qui va désamorcer justement tout ce qu'elle fait mine de dénoncer. Et personnellement, ce que je trouve aussi intéressant dans ce personnage, c'est tout ce qu'elle va permettre d'introduire en termes de questionnement sur le genre, alors que ce soit vraiment voulu ou non par les créateurs de la série, il y a quand même beaucoup de choses qui permettent de l'associer aux attributs conventionnels du masculin, déjà son apparence, sa coiffure, elle a les cheveux courts, ses vêtements, donc ce fameux survêtement qu'elle décline de différentes couleurs jusqu'à en faire une robe de mariée à un moment. Elle a aussi des traits de caractère qu'on peut dire virils, puisqu'elle est violente, elle va projeter fréquemment les élèves contre les casiers en plein couloir du lycée. Donc pour le coup, j'avoue que c'est elle aussi sans doute pas un modèle de pédagogie. Non mais aucun prof du Mike Henley High School est un modèle de pédagogie. On a quand même une prof de sciences qui a un history with the drugs. Enfin, ils ont vraiment tous un truc, mettez pas vos enfants. Donc elle est méchante, voilà, ses insultes sont vraiment légendaires, comiques, mais légendaires, et donc elle est prête à tout, comme on le disait tout à l'heure, pour détruire le Glee Club. Elle va même, à plusieurs reprises, refuser les attributs qu'on peut dire biologiques de la féminité. Elle dit par exemple ne pas avoir de menstruation, dès le tout début, et elle explique qu'elle ne veut pas faire d'enfant, car elle n'a, je cite, ni le temps ni l'utérus, et quelque chose qui sera après contredit plus tard dans la série, mais c'est pas comme si Glee était à une contradiction près, on y reviendra, puisqu'elle aura un enfant à un âge plus qu'avancé. Mais là aussi, dans la série, elle dit toujours qu'elle approche la trentaine, alors que l'actrice a visiblement au moins 55 ans. Donc voilà, tout est vraiment très très incongru dans ce personnage. Et donc cette inadéquation genrée, elle est souvent évoquée par la série. De mémoire, il y a au moins 2 numéros musicaux qui ont ça pour problématique, en tout cas qui le soulignent. Il y a le numéro Vogue, recréation du clip Vogue de Madonna, et aussi le numéro qui est une recréation de Chick to Chick de Top Hat, qui vient aussi comme pour souligner en fait ce modèle de couple romantique formé par Astaire et Rogers auquel elle n'arrive pas à ressembler. Mais en fait, au lieu de faire de cette inadéquation comme souvent un point de départ pour un classique makeover, ce qui aurait pu être le cas dans une série, on va avoir des numéros qui vont au contraire montrer le caractère artificiel et performatif du genre, parce qu'à chaque fois qu'elle va essayer de se conformer, elle va être totalement ridicule, et à chaque fois elle va en profiter pour se réaffirmer, pour dire non, en fait finalement j'ai pas envie d'être comme ça, je suis bien comme je suis, c'est-à-dire dans toute mon inéquation, et finalement aussi un peu ma queerness. Et il y a d'ailleurs son assistante, je pense qu'on peut l'appeler ainsi, Becky, qui lui dit à un moment You have an allure that goes beyond gender. Vous avez une allure qui va au-delà du genre, et ça m'a semblé une rubrique vraiment intéressante pour montrer comment un personnage va introduire du trouble dans le genre, selon l'expression fameuse, mais sans forcément que ce soit un point central de la série. Et je pense que c'est sans doute sur ces aspects-là que Glee est le plus fin, quand il cherche pas à tout c'est ça, c'est que là c'est abordé sans l'appuyer en fait. Elle l'est, point. C'est pas son drame, quoi.
Pour moi, dans Vogue, ça rentre dans une logique de détournement que Glee fait à chaque fois avec la plupart des morceaux connus qui reprennent. Bah, c'est ça qui est touchant avec Sue par contre, et pour moi ça reste pour le coup un des personnages préférés parce que c'est le méchant qu'on adore détester, comme tu dis, c'est ce méchant avec les moustaches en pointe qui n'a qu'une seule obsession, c'est d'empêcher le héros d'arriver à son but, point. Elle fera tout ce qui est en son pouvoir, quitte à utiliser justement le système complètement bullshit de l'éducation américaine pour justifier tout ce qu'il faut pour faire fermer le Glee Club. Et par contre, il fallait quand même la faire chanter à des moments, et parce que c'était un peu le parti pris quand même de la série où tout le monde à un moment a un peu break into song. Et c'est trop marrant, je trouve, à chaque fois. Alors déjà, l'actrice Jane Lynch assume le côté que bon, elle est pas une super chanteuse. Elle a parlé très vite de l'autotune aussi dans Glee qui était utilisé, et elle le moque quand elle fait l'ouverture. Il y a très peu d'acteurs aussi qui ont réussi à tirer leur épingle, mais elle, Glee, ça l'a quand même vachement bien propulsée pendant longtemps. Elle a été très populaire, elle a regagné vachement de popularité, donc elle a... Et pour le coup, elle a joué à Broadway. C'est ça, pendant Glee, elle a pu présenter les Emmy Awards, et du coup, elle fait tout un numéro d'ouverture où on se moque d'elle, on dit non mais Jane, tu vas pas chanter, on t'a entendu dans Glee. Et là, elle sort un boîtier où il y a écrit en gros autotune dessus. Et voilà, donc il y a un peu cette blague de... Elle assume. Et effectivement, moi, c'était ma grande surprise quand elle a joué dans Annie, où elle joue Mrs. Hannigan. Ouais. Et où là, elle chante en fait. Enfin, elle chante... Elle chante crie. Mais... Et sa mère dans la série, c'est d'ailleurs l'actrice de... Carole Burnett, voilà. Qui jouait au tout départ Miss Hannigan dans Annie. Et c'est intéressant d'ailleurs le choix de Miss Hannigan parce que là pour le coup ça prolonge en fait la persona qu'elle s'est créée dans Glee, donc c'était un emploi facile et bien trouvé. Et moi pour le coup je trouve quand même qu'elle s'améliore au fil des saisons. Oui, mais c'est pas bon signe quand tu te dis bon elle s'améliore quand même, c'est que pour une série musicale, donc bon voilà, c'était bien tenté. Et moi petit truc qui m'a plu avec Sue, c'est sa scène avec Olivia Newton-John. C'est presque, moi je suis sur un délire de Ryan Murphy qui doit être fan parce qu'il a quand même ce truc, c'est de la pop musique des années 80 comme ça, américaine, un peu kitschouille quoi, et ça c'est trop sa patte à lui je trouve, et ce truc de on va retourner physical mais avec des beaux mecs, et où Olivia Newton-John elle-même dit ouais on avait pris que des fatigues, que des gens qui étaient pas du tout en forme, c'était pas du tout le clip ne rendait pas du tout, voilà, et je trouve ça très drôle que ça passe par Sue parce qu'elle est pote avec tout le monde, avec des stars, y a pas de souci quoi. Michael Bolton est le père de son enfant. Voilà, elle raconte toujours qu'elle a couché avec David Boreanaz, je sais plus. Du coup, c'est un running gag que Sue déteste Will Schuester. Et dans la chanson Vogue, elle transforme la parole à un moment et dit Will Schuster, I hate you. I hate you, c'est tellement drôle. Et si on doit aller plus loin sur ce truc qu'elle pourrait représenter la Fox, c'est quand même aussi à cause d'elle, entre guillemets, que certaines chansons sont censurées dans le Glee Club, parce que justement considérées comme trop sexuelles pour des adolescents, et finalement ils se retrouvent avec une setlist avec des chansons hyper ringardes, et ils se retrouvent à jouer Afternoon Delight, mais qui finalement on se dit après coup, mais attends, Afternoon Delight, est-ce qu'il n'y aurait pas un second sens quand même plutôt sexuel? Et ça vient de Sue Sylvester justement qui dit au principal, ce pauvre indien, le professeur Figgins, non mais qui a quand même eu un moment une sœur jumelle. Alors là pour le coup aussi dans le soap, on a quand même aussi un moment où il joue lui-même sa propre sœur jumelle. Oui, ça c'est particulièrement grotesque. Et qu'à part dire we don't have enough budget, il dit pas grand chose quoi. Elle le met devant le fait que le Glee Club chante des chansons trop sexuelles et qu'il faut censurer tout ça. Moi je voulais faire un florilège des blagues de Sue sur les cheveux de Will Schuster. Ah oui. Alors pour l'info, j'ai les mêmes cheveux que Will Schuster et qu'il m'arrive de porter des gilets. Maintenant Fanny, quand tu veux. Non mais en fait je les ai pas dans l'ordre de mémoire. Il y en a un où elle dit j'ai pas confiance avec un homme aux cheveux bouclés, je peux pas m'empêcher d'imaginer des petits oiseaux qui laissent des brindilles. Non, des œufs. Des œufs là-dedans, et je trouve ça dégoûtant. Ou encore souvent elle lui dit qu'il a des petits lutins dans ses cheveux ou qu'il met de la graisse sur ses cheveux. Voilà, il a quelque chose sur ses cheveux, et à un moment donné qui le féminise du coup aussi. Qui le féminise. Et à un moment donné on apprend que là toujours il y a ce truc toujours autoréflexif de Glee, on apprend que si elle fait tant de blagues sur ses cheveux, c'est parce que elle est jalouse et que à cause du napalm ou je sais pas quoi qu'elle a mis sur ses cheveux quand elle était petite, elle a pas pu les laisser pousser, enfin voilà. Mais je trouvais ça marrant, ces blagues absurdes et récurrentes. Totalement. Même si je me sens tout le temps visée du coup à chaque fois. Mais... Alors, un personnage intéressant sur lequel on voulait un peu revenir avec Fanny, c'est le personnage de Shannon / Sheldon Beast. Donc le coach de l'équipe de football à partir de la saison 2. Donc c'est un personnage qui a été créé lui aussi pour l'actrice qui interprète, qui s'appelle Dot Mary Jones.
Elle avait travaillé avec l'équipe de Glee sur des séries précédentes, et elle a demandé à Brad Falchuk si elle pouvait être dans Glee, parce qu'elle était fan de la série. Donc, requête à laquelle il a accédé. C'est pas mal quand même. C'est un chic type. Sympa. Alors ouais, c'est un personnage que je trouve hyper intéressant, que j'aime beaucoup, mais dont l'évolution pose question et je trouve le rend délicat à analyser sur l'ensemble de la série. Parce que c'est donc un personnage qui va transitionner, transitionner de genre féminin à genre masculin, à la dernière saison, donc à la 6e saison. Originellement, il s'agit donc d'un personnage que je trouve très intéressant, de femme virile, qui va drastiquement à l'encontre de tous les canons. Alors, il me semble que Dot Mary Jones était elle-même catcheuse, ou je dis une bêtise. En tout cas, c'est quelque chose qui est attribué au personnage. Elle est très très musclée, très très baraquée. Je crois qu'elle était haltérophile. Haltérophile, voilà. Et c'est évoqué par la série, le fait qu'elle aille à l'encontre des canons. Donc, ça donne lieu à des développements parfois cringy, parfois intéressants. Ouais. D'ailleurs, Sue elle-même se moque parfois de la masculinité de Beast. Et donc ce côté vraiment intéressant de cette virilité chez une femme va être, je m'excuse, mais je trouve un peu gâché en fait par le twist final, parce que cette transidentité du personnage m'apparaît vraiment plaquée sur le personnage à la fin de la série, comme un peu une facilité. Moi, je trouve effectivement que cette fin... en fait, c'est bouclé en 2 épisodes. À la limite, si ça avait été développé correctement, mais là, elle arrive à l'épisode 2 de la saison 6, elle dit... il dit « je suis un homme », etc. Quelques épisodes plus tard, il revient et ça y est, il a transitionné, et puis... il essaie d'assumer ça, il y a quelques personnes qui se moquent de lui, mais bon, finalement, ça va. Enfin, il y a quelque chose où c'est un peu bâclé. On dirait qu'ils avaient besoin de... C'est-à-dire, on n'a pas encore fait les trans female to male, vite, faisons-le. Ouais, c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai eu du mal à y croire. Alors, évidemment, loin de moi l'idée d'invalider l'identification de qui que ce soit, hein, mais comme on parle d'un personnage de fiction, personnellement, je le trouve mal écrit, mal amené, et je trouve que des choses comme ça dessert vraiment la représentation. Enfin, on est toujours en train de se poser la question, est-ce qu'on doit prendre tout type de représentation ? Quand c'est si maladroitement amené, ça me semble plutôt une mauvaise chose qu'une bonne chose, même si bon, il y a toujours un personnage trans de plus à la télévision. Bon, c'est évidemment quelque chose à saluer. Mais là, ce qui me gêne vraiment, c'est que c'est même en contradiction avec ce qui est dit à l'intérieur de la série, et notamment lors de la 2e saison, donc l'épisode Never Been Kissed. Le personnage de Beast dit « Je ne suis pas gay, tu sais », enfin, elle s'adresse à Will Schuester. Je sais que je ne peux être un peu intimidante parfois, mais à l'intérieur de moi, tout au fond, où personne ne peut la voir, je suis juste une fille. Ouais. Est-ce que je suis folle de vouloir simplement qu'on me le rappelle parfois ? Et je trouve vraiment qu'une telle réplique, pour une personne qui se pose des questions sur son identité de genre, enfin voilà, elle n'aurait pas dit ça si elle est... c'est ce qui rend sa transition pas crédible, et c'est ce qui dérange en fait. Effectivement, au début, l'arc quand même est là-dessus, sur le fait que c'est une femme qui se sent femme, mais qui ne se sent pas à l'aise dans son corps de femme, donc à la rigueur l'appeler Beast, bon, même si... c'est limite, mais ok. Mais du coup, pour finalement... oui, ça faisait un peu genre... Bah tiens, hop, il nous reste un truc à faire, on le fait, on a qu'à le dire. Mais le traitement de la transidentité dans Glee est pas... dans l'ensemble, pas très pertinent. Il y a une première approche de cette question, donc c'est avec le personnage de Wade/Unique. Donc en saison 3, épisode 16, puis assez régulièrement en saison 4. Mais en fait, c'est jamais très clair si c'est vraiment une femme trans... c'est un personnage non-binaire, gender queer, ou si c'est juste un homme mais qui veut... ces termes n'existaient pas, Anna, à l'époque. Et encore, je me demande si on ne disait pas transsexuel encore à l'époque, tu vois. Donc... mais du coup, il y a oui, c'était pas clair. Il y a un moment très gênant où ils en discutent, parce que lui, ou elle en fait, elle dit qu'elle se sent femme, elle veut aller dans les toilettes des femmes, donc il y a tout un truc comme ça qui pourrait être intéressant, mais c'est pas très bien traité. Il y a même une discussion à un moment très gênante, une discussion entre les profs du lycée, et puis quelques élèves, je sais plus exactement, et puis ils disent un truc du genre... c'est un garçon, mais qui s'identifie comme fille. Enfin, ça, c'est vraiment un truc où ils sont très loin d'avoir compris les questions de transidentité. Je pense qu'on pourrait plus... Enfin, qu'il y aurait des gens qui repasseraient derrière aujourd'hui pour dire faites gaffe à ce que vous dites. Oui, c'est clair. Oui, et dans The Glee Project, le personnage de... Unique. On voit qu'il est vraiment poussé pour se retravestir. Il l'a fait une fois, spontanément. Et après, il a été poussé. Ils se sont dit qu'ils vont réintégrer ça dans Glee. Je sais pas si on parlera du Glee Project après en soi, mais effectivement c'est les mêmes méthodes, je pense, que pour la série. Il faut pousser à l'extrême ce truc-là.
Parfois, cette logique-là, elle est poussée de manière un petit peu gênante. Ils sont demandés aux candidats d'aller à fond dans leur vulnérabilité et de se dévoiler et que c'est ce qui va les intéresser en tant que scénariste, etc. Mais ça amène à faire une grosse confusion entre réalité et... Alors, du coup, une des candidates dévoile son viol, etc. Ça devient de plus en plus gênant. Et donc, le show récupère des valeurs prônées par la série, mais ça affiche des limites parce que, bien sûr, c'est écrit. Enfin, c'est scénarisé et... Là, il y a un basculement entre qui est parfois un peu gênant dans le... Du coup, c'est un peu... de Glee Project, c'était le projet qui s'est monté en parallèle de Glee pour caster des... C'était un télécrochet, quoi. Voilà, Ouais, mais donc du coup, on touche confusion. complètement du doigt la télé-réalité, enfin tout ce truc-là, et effectivement, du coup... mais qui était pas très loin de la façon de recruter, enfin d'écrire en tout cas les personnages. Sauf que là, malheureusement, on parlait vraiment à des vraies personnes en leur disant hey, ça serait vraiment bien que t'insistes encore plus sur ça. Oui, puis on leur demande d'être professionnels, d'être acteurs, de jouer la comédie, mais d'être authentiques. Et ça amène une confusion qui est très dérangeante. Oui, c'est les codes de la télé-réalité et qu'on retrouve du coup dans Glee après sur toujours pareil, le stéréotypage des personnages. Fanny voulait parler du personnage de Burt, donc qui est le père de Kurt. Un très beau personnage. Oui. Joué par Mike O'Malley, qu'on reverra après dans The Good Place. Tout à fait. C'est ça, j'ai fait oh, Burt. Et oui, je voulais en parler parce qu'en fait, c'est un personnage qui m'est apparu beaucoup plus positif au revisionnage que dans mon souvenir. J'avoue m'être au début un petit peu focalisée sur le fait que Kurt, il pense que son père n'acceptera pas son homosexualité. Mais en fait, quand on regarde la série quelques années plus tard, on comprend qu'il l'accepte plutôt bien. Sans être hyper content dès le début. Il va surtout montrer qu'il va essayer d'intégrer l'information et d'évoluer. Et personnellement, je trouve que ça fait du bien d'avoir des personnages de parents un peu plus réalistes. Et pas d'un côté, soit les parents hyper pro-gays, genre Debbie dans Queer as Folk, hein, la mère du héros, la mère qui ne vit que par l'homosexualité de son fils. Ou à l'autre bout du spectre, des personnages hyper homophobes qui vont jeter leurs enfants hors de chez eux. Je trouve que c'est vraiment bien de montrer l'évolution d'un père. Et je pense par exemple à l'épisode 20 de la première saison, Theatricality, donc l'épisode consacré à Lady Gaga. Il va disputer Finn qui va avoir un comportement un peu homophobe par rapport à Kurt parce que... bizarrement, là, il devient un gros connard, hein, Finn, dans cet épisode, on sait pas trop pourquoi, il ose plus se déshabiller devant Kurt, voilà, parce qu'ils doivent partager leur chambre, et brusquement, il est gêné, et il emploie le terme « faggy ». Et Burt est alors offensé que Finn emploie ce terme parce qu'il lui dit qu'il pensait que Finn faisait partie d'une génération, d'une new generation of dudes, c'est-à-dire d'une nouvelle génération de jeunes hommes plus informés sur ces questions-là, notamment ayant déjà intégré des choses que lui, Burt, a mis des années à comprendre, c'est-à-dire de ne pas être empreint de préjugés sexistes ou homophobes. Donc je trouvais ça vraiment touchant, ce père qui va s'opposer à son beau-fils pour défendre son fils, même si au tout début, il n'était pas forcément en accord avec la sexualité de son fils. Et à plusieurs reprises, on va voir cette ambivalence du personnage qui va toujours vouloir protéger son fils en le mettant en garde, notamment lors de l'épisode Prom Queen, où il va dire à Kurt d'essayer de pas forcément s'exposer et en allant au bal de promo en portant un kilt. Il lui dit mais est-ce que c'est pas un peu risqué ? Est-ce que t'attires pas les sarcasmes ? Il veut le protéger et bon, Kurt à chaque fois a des réactions un peu ambivalentes où il ressent toujours ça comme une limitation de sa liberté, mais à chaque fois on montre que son père, bon il y a un côté qui montre aussi que le père avait un peu raison parce que finalement ça va mal se finir, donc voilà, c'est ambigu. Mais je trouve que c'est vraiment un personnage fin, positif, qui évolue et que ça fait du bien d'avoir des personnages comme ça dans Glee. Des personnages un peu fins, ça manque. C'est exactement ce que j'allais te dire, c'est que c'est ça qui est très agréable avec lui, c'est que justement, moi, le souvenir que j'en ai, c'est moi, dès le début, moi je me rappelle du coming out de Kurt, quand il pense qu'il est en couple avec Brittany, parce qu'il répète Single Ladies, et qu'en fait non, cette scène elle est hyper marquante, et justement, alors peut-être la patte de Ryan Murphy aussi, y est pour quelque chose, il fallait peut-être pas faire n'importe quoi avec ce coming out, et sûrement qu'ils étaient très attendus au tournant, peut-être à cette époque c'était quand même le sujet en vogue entre guillemets, l'homosexualité au-delà de nous aujourd'hui on parle des trans, des gender fluid et tout ça, mais déjà faire une belle scène de coming out gay à la télé sur la Fox, je pense qu'il fallait bien la gérer, et justement Burt il fait une super passation parce que c'est l'américain moyen,
On est dans le pathos, il a perdu sa femme, donc on peut pas lui en vouloir à cet homme de toute façon. Enfin, il y a vraiment toute une mise en place qui fait que il a la sympathie de tous les gens qui regardent la série en tout cas. Donc du coup voilà, c'est pour ça que c'est agréable effectivement d'avoir un peu de subtilité. Donc Glee peut le faire quand même des fois. Pour ces scènes-là, ça vaut le coup quand même. Enfin, moi, je sais que c'était très marquant et je pense que ça a dû aussi beaucoup influencer beaucoup de jeunes de se dire ça peut aussi se passer comme ça, quoi. Tu voulais dire quelque chose sur Emma ou pas, Claudia ? Dire qu'elle a des tocs. Et du coup, elle est obsédée par la propreté et tout ça, donc ça aussi sujet à blague souvent. Après, pour le coup, on se disait avec Fanny, moi j'ai trouvé en regardant que c'est plutôt joliment traité les difficultés qu'elle a par rapport à ces questions-là. Oui, parce que c'est pas dramatisé. Comme beaucoup de sujets sérieux, c'est un peu la caractéristique de Glee, de traiter des sujets, mais pas du tout de manière dramatique. Donc ça permet d'aborder tout un tas de sujets un peu sérieux, mais de manière en dédramatisant tout ça, quoi. Mais je trouve qu'il y a un truc assez fort sur ses tocs et puis aussi de manière générale cette anxiété qu'elle a auquel je pense beaucoup de personnes peuvent s'identifier. J'ai trouvé qu'il y avait presque un truc proto Crazy Ex-Girlfriend. Oui. Que ça annonçait un peu ce type de personnage, c'est moins fin mais quand même il y a une certaine émotion de ce côté-là, je trouve. Et là, grâce à Will aussi, parce qu'il a un regard hyper bienveillant sur elle. Donc, ok, Fanny, il est un peu horripilant, mais quand même, on regarde la série souvent par rapport à lui, et l'accueil qu'il a avec Emma, et je vous souviens de plein de scènes hyper mignonnes justement par rapport à ça. C'est quand même grâce à lui qu'aujourd'hui on aime Emma. Ouais, mais il y a comme par exemple un truc qu'il lui demande, ça m'a marqué. Au début, ils sont ensemble, puis elle n'a jamais eu de relation sexuelle, donc finalement ils se séparent. Et après, elle se met avec un autre mec, et un des premiers trucs qu'il lui demande, c'est et est-ce que vous avez. Non mais Will, franchement. Oui, c'est un homme cis, blanc, hétéro, je veux dire, dans une série de la Fox. Ah mais oui, mais elle est vierge aussi, c'est ça, oui. Mais en fait, pour terminer du coup, avant qu'on passe peut-être aux guest stars et surtout les personnages, donc ouais, n'hésitez pas à aller voir le nombre de personnages qui apparaissent juste une fois dans la série. C'est hyper drôle de voir leurs intrigues juste sur un épisode, enfin à quoi ils servent et tout. Et là où vraiment on se rend compte encore une fois du schéma très soap opéra où tout d'un coup c'est la sœur qui débarque, tout d'un coup c'est le père de machin qui arrive, et puis alors en fait non c'était la cousine, et puis alors en fait non, on va devenir mariés, et puis en fait donc ça c'est assez marrant de voir tous ces personnages qui apparaissent juste ponctuellement dans la série. Alors est-ce que l'un d'entre vous voulait parler d'autres personnages d'adultes avant de passer aux guest stars ? Moi je vais juste parler, faut qu'on le mentionne, The Piano Man. Le mec qui fait du piano dans Glee. C'est tout, voilà. Moi, c'est Brad son petit nom. On ne le sait pas forcément. Parce que vraiment, ça c'est aussi la magie de Glee, c'est qu'il y a The Piano Man. Et alors j'invite les gens à aller voir sur Wikifan pour Glee. Et genre ils ont vraiment listé tous les personnages. Et il y a aussi The Man Who Plays the Bass, le mec qui joue de la basse. Voilà. Oui, alors parce que c'est vrai que le groupe qui accompagne systématiquement le Glee Club, y compris en répétition ou y compris dans des moments complètement improbables, ils sont là, mais c'est pas vraiment des personnages. Mais ils sont là. Mais ils sont toujours là. Et c'est une convention, c'est-à-dire que très vite, on fait même plus gaffe à ça. Et c'est toujours trop marrant. Et donc ça a été moqué après au SNL et tout ça, mais c'est quand même marrant, quoi. Moi, le mec avec sa coupe au bol qui fait du piano, et je l'ai revu dans des séries depuis. Je crois que je l'ai vu jouer du piano dans Gilmore Girls, en fait. Il est acteur-pianiste, tu vois, un truc comme ça, et il joue du piano dans les séries. Donc voilà, je pense qu'il fallait le mentionner. En blague, il y a sous Sylvester un moment qu'il tape dans son tabouret pour qu'il se casse la gueule. Oui. Il est vivant, quoi, il est là. Donc oui, les guest stars, parce que dans Glee, il y a aussi ce phénomène, c'est qu'il y a beaucoup de stars qui sont invitées pour jouer des rôles sur un épisode, parfois 2, 3, etc. Il y a eu par exemple Gwyneth Paltrow, Whoopi Goldberg, Ricky Martin, Patti LuPone, Shirley MacLaine, Olivia Newton-John, il y en a plein. Carol Burnett. Lindsay Lohan. Oui. Ah ouais, Lindsay Lohan. Oui, elle joue une juge lors d'un des concours. Ouais, exactement. Ah ouais. Et donc, Mathieu, toi, tu avais envie de nous parler de Christine Chenoweth et Indina Menzel, mais pourquoi les avoir mis ensemble ? Alors, étrangement, figure-toi, Anna, je trouve que c'est un couple qui fonctionne bien. Je trouve que ces deux actrices, on devrait les mettre dans une comédie musicale, ça devrait être intéressant. Je veux parler des deux parce que moi, je suis fan des deux et de Wicked en général, donc qui est la comédie musicale adaptée du roman, qui parle de l'univers du Pays d'Oz. Donc, c'était deux comédiennes et chanteuses de Broadway ultra famous, elles étaient en plein top de leur gloire à ce moment-là quand Glee est arrivé.
Elles avaient fait Wicked justement, et Idina Menzel avait eu le Tony Award de la meilleure chanteuse. Enfin, c'est vraiment la pop culture musicale de l'époque, c'était Idina Menzel, Kristin Chenoweth. Glee a servi aussi à ça, finalement, de faire connaître à des gens qui regardaient dans d'autres pays toutes ces vedettes que nous, on ne pouvait pas connaître puisqu'on les voyait pas sur scène quand on était en France, dans notre petite chambre étudiante à Bordeaux. Donc Kristin Chenoweth qui joue April Road, qui est une ancienne membre des... Alors ça s'appelle les New Direction, mais du Glee Club du lycée du McKinley High School. Et en fait, c'est grâce à elle que Will Schuester est entré au Glee Club quand il était jeune, puisqu'il était un petit peu amoureux de April. Et après, il était un petit peu pareil, cette vedette blonde du Glee Club, et qui quitte le Glee Club à la fin pour partir vivre l'aventure américaine et devenir une star de Broadway. Bon, sauf qu'en fait, ça ne marche pas, et Will Schuester la retrouve finalement quelques années plus tard, alors qu'il est en manque de lead singer, puisque Rachel est partie dans un Glee Club interne au Michael Lee School, mais pas le sien, et du coup, il cherche une nouvelle vedette pour remplacer Rachel. Et bah, tout bêtement, plutôt que de demander à Mercedes ou à Tina ou à des gens qui seraient bien compétents et étudiants, ben non, il va demander à son ancienne copine, April, qui doit avoir 40 ans, de devenir la soliste. Ah oui, parce qu'elle a jamais eu son diplôme, du coup elle peut revenir au lycée. Et sauf que du coup, c'est l'occasion de voir Kristin Chenoweth chanter. Et alors ça, c'est assez intéressant, c'est que ça sera pareil pour Idina Menzel. Les chansons qu'elles vont chanter dans Glee vont devenir aussi des tubes qu'elles pourront chanter dans leur propre concert. Kristin Chenoweth, quand elle va en concert, parce que je l'ai vue à Londres, elle reprend, et en fait ça leur apporte énormément d'audience, finalement beaucoup plus large finalement que Broadway. Par le biais de Glee, on découvre ces chanteuses. La plus connue, c'est quand même Maybe This Time, où elle chante en pseudo-duo avec Rachel qui fait juste quelques répliques, mais le Maybe This Time de Cabaret est vraiment là où elle fait montrer toute la qualité de sa voix, elle monte dans les aigus et tout. Donc on la retrouve plusieurs fois dans les épisodes. C'est un personnage alcoolique qui ne s'en sort jamais de son problème d'alcool, et puis quand on a besoin d'elle, on la fait revenir. Finalement, un jour, elle est riche, donc elle peut racheter l'auditorium du lycée, comme ça. Oh, ben tiens, le Glee Club peut encore répéter, alors que Sue leur avait privé de répétition. Donc Kristin Chenoweth et Idina Menzel, pareil, qui est un personnage, une personnalité très connue de Broadway. Et d'ailleurs, moi, dès le début, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que vraiment, dès le début, dès que le premier épisode, j'ai vu Léa Michel, je me suis dit, mais cette fille ressemble, à part le nez, comme 2 gouttes d'eau à Idina Menzel. Franchement, il y a un truc à faire. Et bien, je vous le donne en mille. C'est sa mère biologique. C'est sa mère biologique, parce que oui, Rachel est issue d'une conception par GPA. Et c'est toujours un peu flou, je trouve, le truc entre le premier épisode où c'est annoncé, et puis voilà. Bon, en tout cas, il y a eu une mère porteuse à un moment qui a porté cet enfant. Et c'est donc Idina Menzel. Et donc, ce qui est assez drôle, c'est que pour l'anecdote, Idina Menzel, à l'époque, raconte que Glee avait déjà commencé, et elle venait juste, elle, d'accoucher. Elle se sentait grosse, et elle avait un certain âge déjà, elle était maman. Et voilà, elle se sentait pas du tout au top de sa carrière, et on l'appelle et on lui dit viens jouer dans Glee si tu veux, tu pourras jouer le... Ça l'a pas du tout aidé à se sentir mieux finalement dans ce... Ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a vraiment dans les deux personnalités de Kristin Chenoweth et Idina Menzel. Kristin Chenoweth, ça l'a aidé à garder un peu de popularité, parce c'était un peu toujours un peu pareil, l'outsider, un peu la girl next door qui arrive jamais trop à percer. Idina Menzel a eu le Tony Award, pas elle, et tout ça. Alors qu'Idina Menzel a un retour beaucoup plus critique sur Glee quand même, elle n'hésite pas à s'en moquer en concert notamment, et pareil, elle chante elle avait fait un concert spécial juste après ces épisodes de Glee où elle était en pleine hype, et elle chante Poker Face, qu'elle chante en duo normalement dans la série, et la façon dont elle l'introduit est magique, où elle explique que gardez en tête que c'est une scène de réunion entre une mère et sa fille, d'accord? Alors moi on me dit Poker Face, ok, mais pourquoi en fait? Parce que moi je mettais un double sens quand même à cette chanson. Parce que oui, même Lady Gaga elle a avoué plus tard que c'était quand même l'histoire d'une femme bi qui affiche une poker face devant son homme pour pas qu'il se rende compte qu'elle pourrait penser à une femme, plus la réplique I'm not bluffing with my muffin que Lady Gaga nomme elle-même comme sa vulve. Voilà, donc imaginez une mère et une fille, donc c'est pour ça Fanny qu'on disait les moments what the fuck de la série. Tiens, on va faire réunir une mère et une fille. Alors elles ont des beaux moments, I Dream the Dream, etc. Mais Poker Face, c'était vraiment juste pour la... C'est dans la stratégie de détournement de la série, tout le temps de prendre le contrepoint des chansons. C'est ça. S'il faut parler de ça, moi j'ai toute une liste de chansons utilisées de manière complètement what the fuck. Ah oui. Alors attends, je l'ai quelque part. Oui, j'avais noté pour plus tard, mais je vais le dire maintenant. Cette étrange habitude d'utiliser les chansons dans un contexte qui n'a absolument rien à voir avec l'original. Par exemple, I Want to Hold Your Hand, chanté par Kurt à propos de son père qui est à l'hôpital. J'ai pas compris. Alors que I Want to Hold Your Hand, donc la chanson des Beatles, certes c'est I Want to Hold Your Hand, mais en fait c'est une chanson, c'est sexuel. Enfin, c'est... Ah, ça ne veut pas juste dire je veux te tenir la main. Mince. Ah, en fait non, et là c'est très bizarre.
Les Zacafellas, quand ils reprennent façon boys band des chansons, je sais plus. Alors les Zacafellas, les alors ça Zacafellas, c'est tout un truc. c'était- Oui. Attends, j'ai aussi Somebody That I Used To Know, donc chanson d'amour et de rupture chantée par Blaine et son frère, j'ai pas compris. The Rain in Spain, Ah non mais ça, non mais en version rock. je ne peux pas m'empêcher de rire quand je vois ça. J'ai beau être très ouvert sur la comédie musicale, j'accepte la version française, vraiment j'ai fait beaucoup de trajets, mais là quand je vois The Rain in Spain chanter en rock dans une salle de classe, et c'est amené de manière tellement non quoi. Non mais ce Et qui est des- hilarant des- c'est que c'est au moment où il révise ses cours de géo, c'est Puck donc. Oui. Et on n'a pas trop parlé de ce personnage qui est pas mal à plein d'égards. Bon là, en l'occurrence, il révise ses cours de géo et donc on lui chante cette chanson et ça lui permet d'apprendre sa leçon. Et après, non, c'est ridicule. Il fait une interrogation de géographie et les questions c'est où pleut-il le plus en Espagne. Il est là. In the plain. Où est-ce que il y a le moins d'ouragans? Hartford, Hereford and Hampshire. C'est ridicule. Donc référence à la chanson de My Fair Lady. Parfois, le détournement, justement, il est assez discret. Et ça se réfère plus au clip qu'aux paroles de chansons. Et il y en a un que je trouve assez marrant, c'est Tong Song, que Will Schuester chante devant Emma. Et en fait, le clip, c'est des femmes en maillot de bain string. Et elle a une robe de mariée qui est beaucoup trop grande pour elle et qui cache tout son corps et qui est horrible. Et du coup, il y a des détails vestimentaires qui font allusion au clip, mais d'une manière détournée. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, des fois assez subtils. Donc du coup, pour finir la boucle avec Idina Menzel, c'est là aussi où c'est intéressant parce que c'est le moment où la série devient méta, parce qu'il parle de Wicked, il parle de ses comédies musicales et tout ça, mais du coup, on ignore les interprètes puisqu'elles vont jouer d'autres personnages dans la série, et en même temps, des fois, Olivia Newton-John vient en tant qu'Olivia Newton-John, enfin, c'est toujours assez amusant, et donc pour moi, le paroxysme, c'est quand même quand Idina Menzel devient très connue, encore plus connue, en chantant Let It Go, la chanson de Disney, et que automatiquement, ça sort, je pense, je sais plus, et dès la rentrée d'après, Léa Mitchell, qui joue sa fille dans la série, chante Let It Go de manière totalement random, mais parce que c'était la chanson top tube du moment, quoi. Et là, vraiment, je me suis dit, c'était ce moment vers la fin, on se dit, oh... vous reprenez un peu tout ce qui passe quand même, et là vraiment ça devient trop quoi. Oui, il y a vraiment un moment de la série, en la revoyant, je me suis dit, il y a un moment, ils ont dit, reprenons tous les tubes, les tubes en ce moment, donc il y a Gangnam Style, enfin, alors qu'au début il y avait un choix beaucoup plus fin sur les chansons qui étaient choisies, même si des fois c'était what the fuck, mais il y a une vanne dans, alors je crois que c'est dans 40 ans toujours puceau, il y a un chanteur qui joue son propre rôle de chanteur et qui dit oh là ça roule pour moi en ce moment, j'ai eu les petits jeunes de Glee qui ont fait un épisode spécial sur mon groupe ou je sais pas quoi, et du coup je touche vachement de royalties, enfin, c'est devenu même un truc pop culture finalement encore une fois, où c'était entendu que Glee ça devenait un peu le jukebox d'une époque quoi. Donc pour terminer effectivement sur un truc que je disais, c'est que la différence entre Kristin Chenoweth et Idina Menzel sur le regard qu'elles ont sur leur aventure dans Glee, c'est assez, je trouve, marquant donc de ce que je disais sur le fait que Broadway c'était un peu le truc qu'on aimait détester quoi, Glee. On pouvait s'en moquer, mais en même temps ils allaient tous jouer dedans quoi. Neil Patrick Harris il y va, ouais c'est ça. Mais en même temps, dès qu'on était ressorti de ça, et c'est pour ça que quand elle est en concert, je trouve que c'est marrant, et en même temps je dis c'est un peu facile de dire une fois que c'est fait de t'en moquer quoi, mais bon ça rejoint un peu. Juste dans la logique de détournement, il y a un exemple assez clair, c'est Téléphone de Lady Gaga et Beyoncé. Ils ont fait l'inverse, mais vraiment à tous les points. Alors que le duo de Beyoncé et Lady Gaga, ça se veut féministe et solidaire, là on a une bataille entre les deux filles, et donc entre Rachel et Charis. Sunshine. Sunshine. Ouais. Et alors que le clip est complètement kitsch, plein de couleurs, etc. Là c'est tout à fait épuré, c'est dans des toilettes, il y a du blanc partout. Donc c'est vraiment tout le temps dans le détournement, tout le temps quoi. Et la meilleure réplique de Sue Sylvester à la fin de cette chanson, qui débarque dans les toilettes et qui leur dit Shut up! Oui, Et ça quand même. Alors que c'est le climax de la chanson, ça Et coupe. voilà. C'était, fallait le dire. J'ai vu passer sur Twitter récemment quelqu'un qui repostait cet extrait en disant quand même souvenez-vous ce grand moment de télévision, et tous les gens, parce que ça a marqué tout le monde quand même cette scène, elle est particulièrement cette scène. what the fuck là encore une fois. Là c'était vraiment l'exemple what the fuck. Pour finir, juste pour cette question de représentation, j'avais noté un truc sur les stéréotypes, et justement que tous les personnages peuvent être résumés en peu de mots. Rachel, star du Glee Club, talentueuse, ambitieuse, qui rêve de devenir une star. Finn Hudson, le quarterback idiot de l'équipe de football. Will Schuester, le petit professeur de chant. Sue Sylvester, la coach agressive et masculine. Kurt Hummel, le gay efféminé passionné par la mode. Artie Abrams, le nerd en lunettes et en fauteuil roulant. Mercedes Jones, la diva noire en surpoids. Oui. Tian Kuen Chang, l'asiatique timide. Queen Fabre, la capitaine des Pom Pom Girls.
blonde et garce, Brittany Spears, la blonde écervelée également pom-pom girl, Santana Lopez, la latina exotique, et Emma Pillsbury, l'assistante sociale un peu folle. Voilà, souvent représentant majoritairement des personnes pouvant souffrir d'exclusion sociale. Il y a un jeu avec les stéréotypes et les clichés sous Sylvester, justement, qui les appelle souvent Wheels, Gay Kids, Asian, Other Asian, Aretha, Shaft, voilà, des personnages qui peuvent être résumés en très peu de mots. Surtout dans un ton sarcastique, d'autodérision, comique, on peut décrire ces personnages comme ça, quoi, dans le... Mais après se pose quand même toujours la question de est-ce que le fait de reconnaître qu'on joue sur les stéréotypes, ça dédouane de l'emploi des stéréotypes, parce que c'est un peu facile en fait. C'est un peu aussi ce que fait Pitch Perfect, lorsqu'on joue sur les stéréotypes de, par exemple, la grosse, pour le personnage incarné par Rebel Wilson, c'est très assumé. Mais est-ce que, du coup, ça passe ou pas ? Moi, personnellement, j'en suis pas convaincue. Je suis pas sûre que ça suffit de reconnaître qu'on soit en train de reconduire un stéréotype pour nous en excuser. Il y a eu beaucoup de critiques autour des représentations sur cet aspect très stéréotypé, mais qui fait partie aussi du style de la série, qui réemprunte les caractéristiques de teen movie, série teen, avec beaucoup de distance et d'ironie. On part sur ces stéréotypes et puis ensuite on va travailler autour, quoi. Mais oui, ça n'excuse rien. Après, pour certains personnages, je trouve que quand même, au bout d'un moment, on va dire quand même dans les 3 premières saisons, parce qu'après c'est un peu n'importe quoi, mais ils arrivent à les tirer de leurs stéréotypes quand même, à les en sortir quand même malgré tout. Kurt, il finit par en sortir, Santana aussi, Queen aussi. C'est toujours un peu ambigu ce rapport aux stéréotypes. Ça dépend vraiment des personnages. Oui, ça dépend vraiment aussi du projet en fait. Et Glee, où tu vois, tu disais même Pitch Perfect qui est plus récent, mais qui est quand même. On est sur des grosses productions qui doivent vendre. Tu vois, c'est tout un code en fait. Toute la liste est hyper juste. Je pense que vraiment, quand ils ont écrit le soap, ils ont dit Rachel, 2 points, faut qu'elle soit fan de trucs, et voilà. Et c'est juste comme ça que c'est pensé au départ, parce que Glee, c'était donc sur la Fox, c'était le schéma du soap opéra. Mais comme en France on a Plus belle la vie, comme si on nous dit Les Feux de l'amour, c'est exactement la même chose. Alors après là en plus c'est musical, donc nous ça nous a intéressés et on a pris tout ce qu'on a pu prendre dedans. Mais en soi, je pense même pas qu'ils aient envie de nous faire questionner sur le genre. C'est peut-être juste un moyen comique à la rigueur, tu vois, de se servir de ça et de dire oh on a le personnage de Sue qui permet de dire oh mais on a conscience quand même. Mais en soi je suis même pas sûr qu'ils aient tellement envie d'en sortir, tu vois, de cet archétype là. Eux ce qu'ils veulent c'est vendre des shampoings. Il y avait je crois 15 minutes de pub par épisode de Glee. Sur la Fox, si vous regardez 10 heures de programme, vous avez 3 heures de publicité. Donc vraiment, le but de Glee, c'était qu'on s'assoie, qu'on regarde, et si en plus on peut y prendre un message, tant mieux. Mais je pense que vraiment, ils cherchaient même pas à se dire... donc c'est pour ça, du coup, c'est aussi une des grosses limites de cette série. Moi, je trouve que vraiment ce qui caractérise Glee, c'est qu'ils ont tout le temps un discours qui tend à s'annihiler lui-même, énonçant tout et son contraire. Et ça se voit dans l'épisode avec Britney Spears. Par exemple, il y a un épisode, c'est un hommage avec Britney Spears, et l'autre paraît s'en moquer ou la parodier. Et du coup, ça devient difficile de déceler un discours sur cette star. Et donc, justement, alors que la série célèbre la différence et se dit progressiste, il y a plusieurs personnages qui sont catholiques, qui veulent pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Et donc Glee, pour moi, c'est vraiment une rhétorique ambiguë qui affirme tout et son contraire. Et finalement, ne prend pas de position définitive. Et donc ça reste très mainstream dans ça. Il y a une ambivalence de discours et de confusion qui se remarque notamment avec l'usage des stéréotypes comme on en a parlé, quoi. Elle met surtout parfois en relief les étiquettes et les catégories. Du coup, pour moi, ça rentre plus dans des stratégies de distanciation comique, dans tout ce qui est stéréotypes, etc. Mais finalement, c'est une série qui, s'adapte. Et de manière générale, on pourrait aussi souligner que on observe une grande disparité de traitement entre personnages masculins et féminins. Et on pourrait dire assez facilement que les personnages masculins sont bien mieux écrits que ceux féminins. Tous les personnages bien écrits qu'on a cités, Burt, Kurt, Finn, sont des hommes. Voilà, c'est les seuls qui évoluent vraiment au fil de la série. Ça s'explique sans doute en partie par les conditions de production, parce que du coup on a un petit peu regardé avec Anna. La série, on l'a déjà dit, a été créée par 3 hommes, et au poste d'executive producer, on compte seulement des hommes. Ouais, et sur 121 épisodes, seuls 7 ont été écrits par des femmes, donc c'est quand même très faible. Signe assez fort. Ouais. Et alors un dernier truc un peu rigolo sur les personnages que je voulais mentionner, c'est cette passion des ships, vous savez, créer des couples, etc. Donc il y a les couples iconiques avec leurs surnoms, donc Finchel, c'est Finn et Rachel,
Klein. Kurt et Blaine, Brittany et Santana, mais aussi un nombre de combinaisons mais absolument astronomiques au fil des années. Alors je donne pas Sam c'est pas du Cedes, tout- vraiment ça existe, Sam Cedes. Oui, bien sûr. C'est pas une liste exhaustive, mais il y a Sam Santana, donc je suppose que c'est peut-être Sam Tana, Sam Brittany, Sam Mercedes, donc Sam Cedes, Mercedes Puck Rachel, Puck Queen, Queen Finn, Joe Queen, Brittany Artie Tina Mike. Et sans compter, là j'ai pas compté les générations suivantes du Glee Club, parce que Oui. sinon ça ne s'arrête jamais. Hein. Non mais là, re-jingle, Soap Opera. Tu vois, genre vraiment, s'il vous Oui. plaît, mettez-le quoi, parce que là tu dis des couples et en fait ils sont tous sortis, tous ensemble Oui, quoi. exactement. Moi, je voulais juste mentionner donc sur le couple Brittana. Apparemment, au début, c'était pas forcément prévu qu'elles soient vraiment ensemble et que finalement, d'ailleurs, spoiler, qu'elles se marient ensemble à la fin de la série. Au début, c'était vraiment une espèce d'ambiguïté sur lequel on jouait dans la série, c'est-à-dire qu'on savait, il était suggéré qu'elles étaient un peu plus que meilleures amies, mais surtout dans un sens assez, on va dire, courant de deux très jolies filles qui sortent ensemble pour attiser la convoitise des personnages masculins. Et c'est plutôt devant la réponse des fans et l'intérêt pour les quelques ambivalences qui étaient distillées à propos de ce couple que Ryan Murphy, avec l'opportunisme qu'on lui connaît, s'est dit « Hey, mais on va faire un couple de lesbiennes, ça sera intéressant ça !» Alors on a déjà beaucoup parlé. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour la première partie de ce podcast consacré à Glee. Merci de nous avoir écoutés, commentés, partagés, comme d'habitude. On remercie nos partenaires, l'Écran Pop et Tony Comedy, et on vous dit à très 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 vite pour la suite de cet épisode sur Glee. À très vite donc sur All That Jazz. À bientôt. Salut!